Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. Le Centre de services scolaires de Bois-Franc a annoncé des ajustements importants concernant les services de francisation des adultes offerts dans ces établissements en raison des contraintes budgétaires actuelles. À partir du 6 décembre, le Centre de services scolaires de Bois-Franc mettra fin à tous ces groupes de francisation à temps partiel et à 3 des 9 groupes à temps plein. Cette décision affectera environ 450 élèves inscrits au cours de francisation en formation des adultes à Victoriaville et à Plessisville. Pour l'instant, 108 élèves pourront continuer leur parcours en francisation. Cette nouvelle a été prise avec une grande tristesse par les syndicats de l'enseignement de Bois-Franc qui représentent 1300 enseignants, selon a dit Sonia Laliberté, présidente du syndicat, qui nous a également fait connaître de toutes les conséquences que cela aura sur le processus migratoire des immigrants de la région. Bienvenue. Madame Sonia, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Bon, Madame Sonia, parlez-nous s'il vous plaît en première du syndicat de l'enseignement de Bois-Franc. Combien d'enseignants composent cette organisation et quel est votre rôle dans l'organisation aussi? Donc, moi, Sonia Laliberté, je suis présidente du syndicat de l'enseignement des Bois-Francs. Je suis présidente depuis cette année, c'est ma première année, mais je suis vice-présidente depuis 16 ans. Avant, j'étais vice-présidente. Donc, je regroupe, le syndicat de l'enseignement des Bois-Francs représente 1300 enseignantes et enseignants qui proviennent du secteur de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, du secteur là, de l'érable et des Bois-Francs en général. Parfait. Et bon, pour introduire le sujet, expliquez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est la francisation? Alors, la francisation, c'est un service qui est donné aux élèves, les nouveaux arrivants. Alors, c'est un service qui est dans le Centre de services scolaires des Bois-Francs depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années. Au départ, bien sûr, on avait une seule enseignante qui offrait des cours aux élèves en francisation. Et depuis quelques années, il y a eu une explosion, là, je dirais autour de 2021-2022, où on a plusieurs enseignants. À l'heure actuelle, nous avons une trentaine d'enseignantes et d'enseignants qui offrent des services aux élèves aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent apprendre le français, mais aussi tous les codes culturels qui sont associés à la société québécoise. Et Madame Sonia, quelle est la population ciblée quelle est la population qui peut prendre les services de la francisation? Alors, on a des élèves qui sont des travailleurs étrangers. À Plessisville, c'est beaucoup. C'est la majorité de notre clientèle, ce sont les travailleurs étrangers. Il y a aussi les demandeurs d'asile, il y a les résidents permanents. Donc, on est vraiment dans ce type de clientèle-là. Bon, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les services de francisation, Madame Sonia? Il y a eu de gros changements. Racontez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a vraiment de grands changements qui ont pris origine dans des décisions gouvernementales. Des décisions qui nous ont été communiquées seulement en juin dernier par tout simplement un ajout dans les règles budgétaires. Vous savez, le gouvernement, le ministère de l'Éducation produit un document à l'intention des centres de services qui vient détailler quelles sont les sommes pour les différents services qu'ils ont à offrir. On appelle ça le document des règles budgétaires. Et à ce moment-là, il y a eu, en juin dernier, un tout petit ajout pour le service en francisation qui est venu limiter le nombre d'heures enseignées, le financement pour le nombre d'heures enseignées à celui de l'année 2020-2021. Alors, en 2020-2021, on se rappelle, la pandémie sévissait. Et les frontières étaient fermées, donc c'est certainement pas à ce moment-là où il y a eu une arrivée massive des immigrants ou des nouveaux arrivants. Par la suite, là, on a constaté là, vraiment l'arrivée de personnes immigrantes qui sont venues en renfort à la société québécoise, principalement dans toute l'économie québécoise.
Alors, à ce moment-là, le Centre de services scolaire des Bois-Francs a réagi à ce nouveau montant de financement-là de différentes façons. Tout d'abord, il n'y a pas eu d'ouverture. En mois d'août, on n'a pas ouvert de nouveaux groupes, même si il y aurait eu des personnes intéressées. Les inscriptions étaient là, mais il n'y a pas eu d'ouverture de nouveaux groupes. Il y a eu aussi une décision qui a été prise tout de suite en début d'année de dire les groupes d'élèves qui fréquentent à temps partiel les centres de formation générale des adultes des Bois-Francs se termineront. Il y aura une fermeture de ces groupes-là en avril prochain. Bien sûr que ça a eu un impact sur les enseignants parce qu'il y a eu plusieurs enseignants là, qui se sont vus attribuer des contrats qui se termineraient en avril. Et l'autre décision qui avait été prise par le Centre de services scolaires des Bois-Francs, ça a été d'utiliser d'autres mesures pour pallier au manque de financement afin de donner quand même un service de francisation plus important et plus collé sur la réalité. Malgré ça, il y a eu en novembre dernier, au début novembre, des précisions qui sont arrivées du ministère de l'Éducation qui sont venues donner la façon d'interpréter ce nouvel ajout-là aux règles budgétaires. Et maintenant, il est interdit pour un centre de service scolaire. Il est clair. C'était interdit dès le départ, mais là, maintenant, c'est clair. Tout le monde l'a appris. Il n'y a plus cette marge de manœuvre-là pour utiliser d'autres mesures. Ce que ça veut dire que le centre de service est tenu de se limiter au nombre d'heures enseignées. Il ne peut pas innover et aller chercher d'autres sommes pour franciser plus de personnes qu'en 2020-2021. Alors, ce que ça veut dire présentement, c'est qu'en date du 6 décembre, il y aura fermeture de tous les groupes à temps partiel, autant à Plessisville qu'à Victoriaville, et de 3 des 9 groupes à temps plein qui, eux, sont situés à Victoriaville. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui va affecter tout le monde dans le domaine de l'éducation et dans la société aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une annonce officielle encore. Comment avez-vous eu connaissance de cette décision? Est-ce que ça a été clair de la part du ministère par rapport à la fermeture ou comment a été la décision n'est pas arrivée du ministère. La décision du ministère, c'est de financer moins. On comprend que le centre de service est contraint à cette décision-là, mais elle ne nous est pas communiquée par le ministère. Donc, le centre de service a appris dans les règles budgétaires, comme je vous ai mentionné, la modification aux règles de financement. Par la suite, ils ont été contraints de prendre cette décision-là. Bien sûr que cette décision-là, elle n'a pas été prise au même moment dans tous les centres de services. Donc, on a constaté ces fermetures-là ailleurs. À partir du mois d'août, il y a des centres de services qui ont mis la hache dans les services de francisation beaucoup plus tôt. Et donc, on a pu voir, je dirais pas voir venir, mais plutôt se dire que ça se pourrait que ça arrive aussi dans notre région. Donc, dans la semaine là, qui a précédé le 22 novembre, on a été avisé par le centre de service que cette décision-là allait être communiquée aux enseignants le 22 novembre. Et puis, nous avons été... J'étais présente là, à ce moment-là lors de l'annonce au personnel enseignant. Et le lundi suivant, là, il y a eu une annonce faite auprès des élèves, des groupes d'élèves concernés. Quelle a été la réaction de Mme Sonia du syndicat après d'avoir pris connaissance de cette décision importante pour la région?
D'abord, la réaction du syndicat, tantôt je vous ai dit qu'on représentait 1300 enseignants, on est aussi affilié à une fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, qui elle-même est affiliée à une centrale, la CSQ. Donc, tout de suite, dès le début d'août, il y a eu une réaction. Je pourrais vous parler des actions qui ont été mises en place, mais on a tout de suite réagi, d'abord pour accompagner nos enseignants, pour exercer des pressions politiques, mais à l'annonce de cette... quand le coup près tombe et qu'on a annoncé la fermeture, bien sûr que ce sont une indignation, une incompréhension, une injustice aussi, qui est tournée vraiment vers les décisions gouvernementales. Et quelles sont les conséquences, Madame Sonia, selon vous, selon les syndicats, pour les enseignants, oui, mais aussi, pour les élèves? Je vais commencer par les élèves parce que puis vous allez voir que pour les enseignants, c'est aussi ça, l'aspect tragique de cette décision-là. Donc, cette décision-là de fermeture va toucher un peu plus de 430 élèves, dont à peu près 200 ici à Plessisville. Donc, ce sont des élèves qui n'auront plus accès aux services de francisation. Il y a effectivement, si on parle au ministère de l'Immigration, pour eux, ils disent, bien, on va les franciser quand même, on va les référer à un autre service. La problématique, c'est que dans notre région, il n'y en a pas d'autres services actuellement. Donc, ça implique une réorganisation et un délai d'attente incroyable. On parle actuellement, selon les données qu'on a, d'à peu près 80 jours ouvrables d'attente pour un élève qui veut accéder à de la francisation. Et là, actuellement, tout ce qui est disponible pour nos travailleurs étrangers, ce sera du service en ligne, de la formation en ligne. Alors, c'est pas... c'est facile de comprendre qu'on perd une qualité vraiment incroyable de passer de ce qui se passait dans les centres d'éducation des adultes au centre en ligne là, de formation. Et ce seront des services qui devront être organisés, donc de la recherche de locaux, de la recherche de formateurs, alors que dans les centres de formation générale des adultes, il y avait déjà tout ça. Et il y avait une expertise, une dynamique qui était installée. Donc, et pour les étudiants, il y a aussi tout l'aspect de l'obligation. Parce qu'un travailleur étranger qui arrive, par exemple, avec un permis de travail, doit le renouveler. Et une des conditions pour le renouveler, c'est d'être inscrit à la francisation. Donc, il y aura nécessairement des impacts. Et s'il veut accéder, faire une demande de résidence permanente, il doit atteindre un certain niveau de langage. Et ça, ici, on vient aussi enlever cette possibilité-là. Donc, les conséquences pour les élèves sont très, très, très importantes. Pour les enseignants, à l'heure actuelle, on n'est pas assez avancé dans le processus pour savoir le nombre d'enseignants qui seront touchés par l'arrêt du service en francisation. C'est sûr que sur les 30 enseignants qui travaillent pour le centre de service scolaire en francisation, il y a plusieurs enseignants qui ont des heures complètement uniquement en francisation. Okay. Alors, tout ça tombe, donc il y aura un impact. À quelle hauteur? Est-ce que ce sera nécessairement, il y aura beaucoup de réduction du nombre d'heures. Est-ce qu'il y aura de pertes d'emploi? Le nombre, on n'est pas assez avancé dans le processus. On collabore avec la direction du Centre d'éducation aux adultes et avec les représentants des ressources humaines et de la direction générale du Centre de services scolaires des Bois-Francs pour évaluer toutes les options, mais on n'est pas assez avancé pour savoir le nombre d'enseignants qui seront touchés. Par contre, je vous l'ai dit, j'étais à la rencontre le 22 novembre et il y a eu beaucoup, il y avait de la colère, il y avait de la tristesse, il y avait de la déception, il y avait du sentiment d'abandon. Et après la présentation, l'annonce de la décision par la direction générale et la présentation du processus,
les premières questions, les premières indignations, les premières inquiétudes ont été pour leurs élèves. On avait des enseignants qui étaient démolis, qui se préoccupaient des élèves. Parce que depuis le début de l'année, mais depuis de nombreuses années, ils ont réussi à créer des liens avec ces élèves-là, à leur transmettre les connaissances en français. Des connaissances en français, ça donne des avantages sur tous les niveaux, sur le maintien en emploi. Puis quand on arrive dans une entreprise, bien, pouvoir communiquer avec son employeur, comprendre les consignes, savoir ce qu'on attend de nous, mais aussi au niveau de la santé-sécurité au travail, c'est important de comprendre les notions de santé-sécurité. Et donc, tout le maintien en emploi, là, c'est très important. Et aussi, quand on est capable de comprendre, on est aussi capable de faire valoir nos droits. Donc, tout ça, ça a un lien avec le français, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi être capable de communiquer avec la population générale, être capable d'entretenir un lien avec l'école de nos enfants, être capable de recevoir des services en français. Donc, tout ça, c'est important pour les enseignants, ce qu'ils faisaient dans ça. Mais encore plus, ils leur transmettaient les valeurs de la société québécoise, les codes culturels. Et tout ça, ça permettait aux élèves de s'intégrer. Donc, vraiment, il y a eu les premières réactions, l'impact pour les enseignants, ça a été de penser à leurs élèves. Par la suite, c'est sûr que leur avenir à eux, qui est relié aussi à un avenir très, très incertain de la francisation au Québec. Il n'y a personne qui est capable de dire qu'est-ce qui va arriver l'an prochain, dans 2 ans. Donc, l'enseignant doit se projeter en janvier, mais aussi l'an prochain. Qu'est-ce que ce sera mon avenir dans un domaine que j'ai choisi? Parce que ce sont tous des enseignants qui ont choisi de travailler auprès de cette clientèle-là. Donc, c'est vraiment un impact très, très important pour eux. Quelles ont été, justement, Madame Sonia, quelles ont été vos initiatives pour signaler la situation? Est-ce que vous avez déjà envoyé des lettres au ministère? Est-ce que vous avez, ou vous pensez faire des manifestations, des grèves pour signaler cette situation? Bon, d'abord, juste pour mettre au point, la grève, c'est pas possible. La grève, on ne peut faire ça qu'en temps de négociation. C'est très encadré, la grève, chez les enseignants. Donc, on ne peut pas utiliser un moyen de grève, par exemple, dans le cadre hors convention, hors négociation des conventions collectives. Par contre, tout ce qui n'est pas ralentissement, qui nuit pas au cours, on peut utiliser ça. Donc, tout d'abord, il y a des actions qui ont été faites au niveau national, je vous l'ai dit. Donc, on est affilié à une fédération, à une centrale. Donc, il y a eu des interventions politiques. Au niveau de la centrale, le président de la centrale, le président de la fédération ont rencontré la présidente du Conseil du Trésor, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, pour faire d'abord pour questionner, mais aussi pour faire des représentations politiques. Il y a eu des sorties médiatiques, il y a eu une conférence de presse, il y a des pétitions qui ont été faites, il y a des manifestations. D'ailleurs, samedi dernier à Québec et à Montréal, il y a eu un regroupement d'enseignantes et de personnel de l'éducation qui ont marché pour faire valoir au gouvernement, pour demander un rétablissement du financement. Il y a eu aussi des plaintes qui ont été déposées, une plainte au commissaire à la langue française. Il y a eu une dénonciation à l'Office québécois de la langue française. Il y a eu une demande d'enquête au protecteur national de l'élève. Donc, il y a eu beaucoup d'actions au national. Puis nous autres, ici, au local, bien, on s'est inscrit dans ce plan-là. Donc, on participe aux actions. Il y a eu, à la fin octobre, on a acheminé une lettre au député, M. Éric Lefebvre, accompagné d'une vingtaine d'enseignants. On s'est rendu au bureau d'Éric Lefebvre pour aller acheminer cette lettre-là. On a envoyé aussi à M. Schneeberger à Drummondville.
Il y a eu une manifestation qui a eu lieu aussi là, le 21 novembre devant le Centre d'éducation générale des adultes à Victoriaville. Donc, on continue nos pressions, tant au niveau national que local, pour faire pour faire pression sur le gouvernement. Madame Sonia, au début, les ministères payaient aux élèves pour s'inscrire à la francisation, mais le paiement a été annulé aussi. Est-ce que peut-être ça a été une première étape pour dire que la francisation allait finir, allait fermer ici dans la région de l'Érable? Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. On n'a jamais pu anticiper cette décision-là. Donc, c'est vraiment une décision qui est très, très, très politique. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière ça? Bien, je vous laisse le découvrir, mais nécessairement, les décisions qui sont prises, ils ne sont pas prises à la hauteur du Centre de services scolaires des Bois-Francs puis du syndicat, là. Donc, c'est quelque chose au niveau... Il y a des conflits entre le provincial et le fédéral à ce sujet-là. Il y a toute une réévaluation des politiques migratoires. Et là, actuellement, bien, c'est la francisation qui en paye le prix. Qu'est-ce qui a mené à ça? Comme on a été mis devant un fait accompli au mois d'août, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui les a menés à cette décision-là. Et vous avez fait déjà quelques manifestations, mais quelles sont vos pétitions, Madame Sonia, du syndicat de l'enseignement de Bois-Franc, spécifiquement au ministère? Alors, au ministère, bien, il y a une pétition en cours présentement à l'Assemblée nationale. Et là, on est en train d'évaluer vraiment, ce sont toutes les plaintes qu'on est en train de faire. On est en train d'évaluer quelles sont toutes les portes d'entrée. C'est sûr qu'avec les services juridiques, on évalue aussi est-ce qu'on a des prises qu'on pourrait utiliser pour faire des pressions sur le gouvernement. Là, actuellement, je vous dirais que on est vraiment, nos efforts sont mis. On est à la veille du congé des fêtes. On a des enseignants qui, le 20 décembre, n'auront plus de travail. Donc, on est vraiment, nos énergies se passent vraiment à collaborer avec le centre de service pour réaménager les tâches, pour voir les impacts puis essayer de les diminuer. Donc, là, on va, au niveau national, les discussions se poursuivent. On n'a pas de nouvelles manifestations de prévues dans un court laps de temps, mais il y en aura, puis on va participer aussi au plan d'action national. Vous avez dit déjà qu'il n'y a pas comme des annonces pour du futur, du projet de francisation. Pas encore. Il n'y a pas de... Actuellement, toutes les interventions qu'on a données, qu'on a effectuées, n'ont pas donné les résultats espérés. Est-ce que, en tout cas, pas visible. J'espère que le gouvernement reviendra sur sa décision, financera à nouveau. Et est-ce que ce sera possible pour certaines catégories de travailleurs ou de nouveaux arrivants, selon leur statut, de fréquenter la formation générale des adultes autrement que par la francisation? Tout ça était à être évalué par le centre de service. Mais actuellement, il y a une fermeture complète au niveau du gouvernement pour la francisation. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste et on va continuer notre travail pour accompagner les enseignants, mais aussi pour faire bénéficier aux élèves du service de francisation qui était prévu et qui était un succès dans le centre d'éducation des adultes. Je pense que ça a aussi un avantage pour la société québécoise et pour les entreprises. Donc, effectivement, on va poursuivre notre travail dans ce sens-là. Madame Sonia, parfait. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée ici. On va continuer à faire un suivi de ce sujet que c'est très important pour la région et bon, aussi pour les immigrants que pour les Québécoises. Et merci beaucoup. Au revoir.
Louis-Frédéric Drolet, enseignant au Centre d'éducation des adultes André Morissette de la ville de Plessisville, assure qu'en plus de l'impact que cela a pour la communauté des enseignants, les élèves seront vraiment touchés car ils ont besoin de la langue pour s'intégrer dans la société en accordant la priorité à la langue française qui cherche à être préservée au Québec. Louis, bonjour. Bonjour, Sylvana. Bon, pour commencer, dites-nous depuis combien de temps travaillez-vous dans le centre de services scolaires de Bois-Franc? Alors, ça fait depuis 2011. J'enseigne au centre des services scolaires depuis 2011, mais j'ai fait 6 ans environ au secteur jeune. J'ai fait aussi de la francisation, mais aussi enseignement de l'anglais, espagnol aussi un peu. Et puis, ça fait 5 ans là, encore pour le centre des services scolaires, mais que maintenant, je suis au secteur adulte, à Plessisville puis à Victoriaville, en francisation. Et concrètement, comment avez-vous débuté votre carrière dans les centres de services scolaires? Quels cours enseignez-vous? Au début, en 2011, ben, dans le fond, moi, je viens de Québec, j'ai étudié à Québec, mais ma femme est plessisvilloise. Puis à la fin de nos études universitaires, on a aménagé ici, on a acheté une maison à Plessisville parce que c'était plus accessible. Puis de cette façon-là, j'ai le brevet en enseignement. Fait que j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire, ici, la polyvalente La Samar, en anglais. Et puis j'ai fait une année là, en anglais. Puis après ça, l'année suivante, espagnol, anglais. Et là, la francisation a commencé au secteur jeune. Moi, j'ai un baccalauréat en enseignement du français langue seconde. Fait que c'est avec un certificat en espagnol. Fait que c'est mes deux matières pour lesquelles je suis formé, c'est le francisation au français langue seconde et l'espagnol. Fait que quand il y a eu plus d'immigrants qui sont arrivés en région ici, ben là, j'ai eu la chance d'enseigner la francisation au secteur jeune. Fait que c'est comme ça un petit peu. Puis par la suite, bien, ça s'est ouvert au niveau des adultes. Puis moi, ça a toujours été mon niveau là, préféré. Dès l'université, je le savais que c'était avec les adultes que je préférais enseigner, avec qui je préférais enseigner. Fait que quand il y a eu commencé à avoir plus d'élèves adultes, ben j'ai réussi à m'infiltrer dans le secteur adulte. Puis là, ça fait 5 ans maintenant, puis je suis vraiment heureux. Là, je me sens sur mon X, comme on dit. Là, c'est l'endroit que j'aime beaucoup enseigner. Et en quoi consiste la francisation, Louis? Comment c'est un cours de francisation? Alors, le cours de francisation, c'est un programme qui a été monté par le ministère de l'Immigration, mais en partenariat avec le ministère de l'Éducation, surtout le programme de francisation qui est enseigné dans les centres de services scolaires où j'enseigne. Puis l'objectif des cours de francisation, c'est évidemment en premier lieu d'enseigner la langue, donc d'apprendre le fonctionnement, la syntaxe, le lexique, la grammaire, etc., évidemment, mais aussi une part importante, c'est l'intégration culturelle. Donc, apprendre, dans le fond, donner les clés aux élèves pour qu'ils puissent comprendre et s'intégrer efficacement dans la culture québécoise. Puis là, quand je parle de culture, c'est pas seulement, évidemment, la culture avec un grand C comme la littérature, les films, tout ça. Oui, la musique, on en parle aussi, évidemment, ça fait partie de l'intégration culturelle, mais c'est aussi la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Aller à la banque, ouvrir un compte en banque, aller à la pharmacie pour demander l'information, une consultation chez le médecin, appeler au 911 en cas d'urgence, écrire un courriel pour justifier une absence ou un retard pour soi ou pour son enfant. Fait que c'est vraiment plein de situations de la vie quotidienne qui sont hyper importantes pour que les immigrants puissent fonctionner, puis évidemment s'intégrer aussi. Bon, et pour comprendre mieux, comment c'est la francisation ici? Combien de groupes il y a? Combien d'élèves, plus ou moins? Donc, avant que tout ça commence, avant que les problèmes arrivent, on avait 570 élèves de mémoire, là, les chiffres exacts, mais c'est autour de 570 élèves qui étaient inscrits en francisation au centre de services scolaires des Bois-Francs. Adultes, ici, je parle évidemment, je parle vraiment du secteur adulte, du secteur jeune, j'ai pas les chiffres, là. De toute façon, sont pas touchés, le secteur jeune n'est pas touché par tout ce qui se passe présentement. Fait qu'au secteur adulte, c'est 570 élèves. Dans ces 570 élèves, il y a une partie qui sont à temps plein, ce
qui veut dire 28 heures de classe par semaine. Donc, ils sont tous les jours en classe, toute la journée. Et il y a une partie encore plus importante qui sont à temps partiel. Fait qu'à temps partiel, ça veut dire de 6 heures de cours minimum jusqu'à 15 heures de cours par semaine. Et les cours sont où, ici à Plessisville? Oui, alors il y a 3 centres qui offrent la francisation au centre de service scolaire des Bois-Francs. Fait qu'il y a ici au centre André Morissette à Plessisville, il y a des cours le matin, l'après-midi et le soir. Mais je devrais dire il y avait. Parce que Oui, il y avait. Oui. il y avait des cours le matin, l'après-midi et le soir. Il y a le centre Monseigneur Côté, excusez-moi, le centre Monseigneur Côté à Victoriaville, près de l'hôpital de Victoriaville. Et là, c'est là qu'il y a les temps pleins. En fait, maintenant, c'est vrai, ça a changé cette année. Une partie des temps pleins et des élèves à temps partiel, encore une fois, matin, après-midi et soir. Et il y a un nouveau centre depuis l'année dernière, en fait, que ça a commencé parce que la demande était en grande explosion. Finalement, on avait beaucoup plus d'élèves qui étaient inscrits dans les cours. Donc, ils ont la Centre de service scolaire a loué des locaux dans le pavillon Sacré-Cœur, qui est comme près de l'école Monseigneur Côté. Et là, maintenant, il y a des cours à temps plein et des cours à temps partiel aussi dans ce centre-là. Dans le fond, le centre à Victoriaville était rendu trop petit en raison de la demande importante là, de francisation. Bon, mais le centre de services scolaires de Bois-Franc vient d'annoncer qu'ils vont annuler les francisations pour les adultes. Bon, comme avez-vous pris connaissance de cette nouvelle, de cette nouvelle, et bon, racontez-nous comment ça a été comme l'expérience. Ouais. Dans le fond, on a réalisé les problèmes qui s'en venaient cette année lors de notre fête finale des employés là, de l'enseignement l'enseignement aux adultes du centre de services scolaires. À chaque année, on termine avec une activité sociale pour conclure l'année. Et le directeur du centre nous a annoncé qu'il n'y avait pas des bonnes nouvelles là, par rapport à la francisation pour l'année suivante. Il y avait des changements au niveau budgétaire qui venaient d'être annoncés. Puis à ce moment-là, il ne pouvait pas nous dire l'impact que ça allait avoir, mais il nous avait déjà annoncé qu'on allait avoir des conséquences cette année. Fait que déjà l'été, on était un peu nerveux. Le début de l'année a commencé assez normalement. Quoique tout le monde avait des contrats jusqu'en avril. Fait que normalement, on est engagé, c'est généralement jusqu'à la fin de l'année, en juin. Mais cette année, la direction ne pouvait pas confirmer pour la majorité des enseignants là, un contrat jusqu'en juin en raison des changements de règles budgétaires. Fait que déjà, ça commençait pas normalement. Ensuite, bien là, ça a commencé à débouler. Le gouvernement a mis fin à l'aide financière des élèves pour les étudiants à temps partiel. Ils recevaient 25 $ par cours là, pour les encourager à poursuivre la francisation. Ça a été arrêté. Donc, déjà une mauvaise nouvelle à annoncer. Et ensuite, là, dans les divers centres de services scolaires à travers la province, ça a commencé à débouler où beaucoup de centres de services ont dû arrêter la francisation. Alors nous, évidemment, on était très inquiets. Le directeur pensait qu'il allait pouvoir honorer là, ses contrats jusqu'en avril parce qu'il avait bien... je dois dire qu'on a vraiment un excellent directeur proactif. Il avait bien placé ses cartes pour réussir à nous assurer une place. Mais finalement, en fin novembre, une nouvelle mesure qui a été communiquée là, aux directions. Et là, avec cette nouvelle mesure budgétaire, la direction ne pouvait plus rien faire. Elle n'avait plus les sous, dans le fond, pour poursuivre la francisation aux adultes pour la majorité des élèves. Donc, nous, on l'a appris, c'était fin novembre, un vendredi. Donc, le directeur était présent, les directeurs adjoints, la direction générale aussi du centre de service était là, plusieurs membres là, de la direction générale du centre de service, les responsables du syndicat aussi étaient là. Et puis c'est là qu'ils nous a annoncé qu'à partir du 6 décembre, la grande majorité des groupes devaient arrêter. Donc, ça veut dire l'ensemble des groupes à temps partiel. Et puis, à ce moment-là, il restait seulement 4 groupes à temps plein.
Et finalement, ils ont réussi par un partenariat avec un organisme extérieur, ils ont réussi à finalement conserver 6 groupes à temps plein. Fait que, on est passé de 570 élèves à plus ou moins 130 élèves qui avaient encore droit à la francisation. Donc, évidemment, tout le monde pleurait, tout le monde était triste pour, évidemment, notre travail qu'on aime puis qu'on allait probablement perdre, et aussi pour nos élèves qui perdaient leur place en francisation. Oui, j'allais demander justement pour la réaction des enseignants, quelles étaient justement les émotions après de connaître ces informations, ces nouvelles. C'est vraiment, on l'a beaucoup comparé à un deuil. Un deuil a plusieurs étapes. Hein. Il y a le déni, après ça, la colère, la tristesse. Et éventuellement, à un certain moment, on peut atteindre un équilibre, mais je pense qu'on n'est même pas encore rendu à cette étape-là. Fait que c'était beaucoup le déni. Bon, le déni, on l'a vécu un petit peu avant que ça arrive en se disant non, nous, on va être correct, mais finalement, comme tous les autres, les cours ont fermé. Fait que là, ça a été vraiment un mélange de colère et de tristesse. Fait que certains étaient plus... Moi, personnellement, je ressentais plus de la colère, je pense, envers le gouvernement pour ses actions et ses mauvaises décisions, selon moi. Mais évidemment, aussi un mélange de tristesse, mais il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé, puis fait que c'est vraiment un mélange de colère, de tristesse, et évidemment d'incompréhension. Personne ne comprend cette décision-là qui est injuste, qui est pas logique, qui est pas positive évidemment pour les immigrants, mais aussi pour le Québec. On a besoin des immigrants au Québec, c'est pas pour rien que ça a augmenté autant le nombre d'immigrants ici, là. Fait que je vois pas personne qui sort gagnant de cette décision-là. Oui, et bon, et les élèves, Luis, comment a été la réaction de vos élèves, justement, quand vous les avez dit que c'est fini, et soudainement, d'un moment à l'autre? Ouais. Ben, c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sensiblement les mêmes un petit peu sentiments que les enseignants ont vécu aussi. Eux aussi, c'est un deuil. Eux aussi s'y attendaient un peu, dans le sens que, évidemment, ils étaient conscients là, des fermetures un peu partout. Beaucoup d'élèves ont des amis, de la famille, suivent les réseaux sociaux, donc ils voyaient bien que ça fermait un peu partout. Ils nous demandaient souvent, et nous, est-ce qu'on va fermer? On disait non, jusqu'en avril, on est correct. Alors, évidemment, quand on l'a annoncé, bien, c'était une surprise que ça soit aussi soudain dans 2 semaines, ça c'est sûr. Mais qu'on annonce une fermeture, à quelque part, c'est ce qu'ils craignaient, puis c'est ce qu'ils craignaient est arrivé. Mais évidemment, eux, c'est beaucoup au moment de l'annonce, de la tristesse et aussi un sentiment d'injustice, puis un sentiment d'abandon. Tu sais, quand ils ont été accueillis ici au Québec, le Québec s'est engagé à les franciser. Hein? C'était un des engagements que les entreprises ont, puis que le gouvernement du Québec s'engage à aider à l'apprentissage du français. Puis quand ils arrivent au Québec, ils en sont informés. Donc là, du jour au lendemain, de perdre ce droit-là, ben pour eux, c'est injuste, puis ils se sentent rejetés, abandonnés par le gouvernement. Et énormément d'inquiétude parce qu'en plus des fermetures en francisation, il y a une multitude d'autres bâtons dans les roues, je pourrais dire, pour le processus d'immigration. Le blocage des demandes de résidence permanente jusqu'en juin pour 90% environ des demandes là, pour les diplômés ou les travailleurs temporaires. Donc, c'est sûr qu'ils sont très inquiets de leur parcours migratoire, là. Ils sont inquiets de pouvoir éventuellement obtenir la résidence permanente. Et le français fait partie parce que c'est une exigence. Pour obtenir la résidence permanente, ça prend un niveau de français. Donc, si les immigrants n'ont plus accès à la francisation, bien, dans le fond, ils ne pourront pas faire leur demande de résidence permanente. Donc, ils sont inquiets, tristes et un sentiment d'abandon. Avez-vous fait j'imagine, des bons liens avec les immigrants, avec les élèves? Et selon votre expérience avec eux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement au Québec
comment il peut aider à l'économie, à l'éducation, à tout ici au Québec? Ben, l'immigration au Québec, c'est pas... parce que souvent, je pense que c'est important au Québec, c'est nouveau. Premièrement, c'est un phénomène relativement récent. Tu sais, quand je suis arrivé à Plessisville, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Là, ça fait donc 12 ans que je suis à Plessisville. Il y avait très peu d'immigrants. Les immigrants qu'on voyait, c'était surtout les travailleurs saisonniers. Donc, tu sais, ils étaient là, mais on les voyait pas toute l'année. Puis souvent, ils sont beaucoup au travail. On les voit peu dans la ville. Fait que c'est un phénomène qui est récent. Puis incompris. Les gens, souvent quand je parle à des gens qui sont pas beaucoup courants là, du phénomène de l'immigration, ils voient souvent les immigrants comme des gens pour qui le Québec donne des services. On les accueille parce que par principe humanitaire. Il y a une partie de l'immigration qui est humanitaire, puis le Canada doit répondre à ses exigences, à ses engagements internationaux. C'est normal qu'on reçoive des réfugiés, puis même des demandeurs d'asile. On se doit de protéger les gens qui sont en manque de sécurité, mais une immense proportion des immigrants, c'est des gens qui ont été choisis par des employeurs et qui viennent répondre à un besoin économique du Québec et de la région. Fait que si on regarde à Plessisville depuis 5 ans, un coiffeur qui est ouvert, qui est géré par des personnes colombiennes, nicaraguayennes, un restaurant mexicain. Quand on se promène en ville, les gens qu'on voit marcher sur la rue principale, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Ils font revivre la ville. Ma femme qui vient de Plessisville, qui a connu des heures peut-être où il y avait plus d'action dans le centre-ville quand elle était jeune, elle a dit les immigrants font revivre Plessisville. Tu sais, Plessisville était comme endormi, il ne se passait rien. Depuis que 5 ans que les immigrants sont arrivés, il y a plus d'action, il y a des commerces qui ouvrent, il y a des gens qui circulent dans la rue. Alors, pour la vie dans la ville, pour l'économie, les employeurs. Ça me surprend d'ailleurs que je ne vais pas critiquer personne, mais j'aurais pensé qu'on aurait entendu plus d'employeurs. Peut-être qu'ils le font plus dans l'ombre, puis ils font des pressions d'une autre façon, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est 50% de la main-d'œuvre qui sont immigrants. Là. Donc, si du jour au lendemain, le gouvernement veut diminuer drastiquement les quotas d'immigration, ça va causer de graves problèmes pour les employeurs qui ne pourront plus accepter de nouveaux contrats. Donc, ça va avoir un impact économique. Et puis, pour la culture, ben, je pense que l'ouverture sur le monde, ça peut être que positif pour mes enfants qui maintenant vont à l'école primaire, puis ont 3, 4, 5 élèves qui sont issus de l'immigration. Bien, pour eux, c'est normal d'avoir des gens qui parlent une autre langue, qui mangent un lunch différent. Dès tout petit, pour eux, ça devient normal. Donc, par la suite, ça va faire des adultes qui sont plus ouverts sur le monde, qui sont ouverts d'esprit, qui vont peut-être avoir plus d'intérêt à apprendre d'autres langues parce qu'ils en voient l'utilité. Alors, pour moi, il n'y a pas d'effet négatif à l'immigration, en tout cas, surtout pas ici à Plessisville, dans les régions où on a grandement besoin des immigrants. Là. Et vous, comme enseignant, parlez-nous des efforts qui font les personnes pour apprendre le français. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment se déroule tout un cours en francisation, justement pour faire connaître les efforts que font les gens pour pouvoir se communiquer ici, d'arriver avec une autre langue et essayer de parler? Moi, je le dis souvent à mes élèves, je trouve que ce sont des gens héroïques. Parce que ce sont, à Plessisville, surtout, la majorité sont des travailleurs temporaires. Donc, c'est des gens qui travaillent 40, 50, 60 heures par semaine et puis qui se présentent quand même en classe 6 heures ou 12 heures ou 15 heures par semaine pour apprendre le français. Donc, ils sont fatigués. C'est pas des emplois faciles qu'ils ont, là. Soudeurs, opérateurs de machines, travailleurs dans les industries de transformation alimentaire. C'est des emplois soit physiques ou exigeants, stressants.
temps aussi, avec, comme tout le monde, hein, un emploi où on doit produire, on doit performer. Et puis, ils viennent quand même en classe, sont concentrés, sont motivés, ils travaillent fort, ils parlent, ils essaient de parler en français, et ils réussissent à le faire. Et évidemment, il y a des différences pour certaines personnes ont plus de facilité à apprendre une langue seconde, d'autres pour qui c'est plus difficile, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais j'ai jamais rencontré un élève, surtout aux adultes, là, qui n'est pas motivé à apprendre le français. Parce qu'évidemment, dès qu'ils sortent de la classe, leur chef d'équipe, leurs collègues de travail, les enseignants de leurs enfants, leurs voisins, tous les services ici à Plessisville, à Victoriaville, les gens parlent français. Souvent, ils ne parlent pas anglais. La grande majorité des immigrants qu'on reçoit ici ne parlent pas vraiment anglais non plus. Donc, tu sais... même s'ils vont à Montréal où c'est un peu plus facile peut-être d'être servant d'anglais, mais eux, c'est le français ou leur langue maternelle. Donc, leur motivation est vraiment naturelle parce qu'ils voient qu'ils ont besoin du français pour fonctionner. Donc, pour ça qu'ils font les efforts de venir en classe malgré la fatigue, malgré le stress aussi, évidemment, de la vie. Donc, pour moi, c'est vraiment des personnes héroïques qui travaillent vraiment fort. J'en ai qui travaillent de nuit, puis ils viennent le matin après leur cours, après avoir travaillé toute la nuit, ils viennent en classe, font leur cours, puis vont se coucher après à midi ou 1h. Alors, tu sais, c'est vraiment, c'est pas des horaires faciles, mais ils le font parce qu'ils y croient, puis ils veulent s'intégrer, ils veulent participer au futur du Québec, dans le fond. Oui, pour quelques immigrants, a été un effort presque perdu, on peut dire maintenant, pour la fermeture des francisations qui ne permet pas d'avancer dans la langue. Mais Louise, par rapport aux enseignants, vous vous sentez rassuré par rapport à votre emploi dans le système ou qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour les enseignants qui donnent la francisation? C'est sûr qu'on est très inquiets. Je dois remercier, j'aimerais vraiment le faire de bon cœur, là, la direction de l'école, la direction du centre, des 3 centres, là, qui a été super proactive, et même avec aussi la coopération là, de la direction générale du centre de services scolaires, donc toute l'administration scolaire du centre de services scolaires des Bois-Francs travaille vraiment pour essayer de faire... de survivre à cette étape-là, puis dans le fond, de poursuivre la francisation malgré les écueils. Donc, mais évidemment, il y a des conséquences parce que il y a une limite budgétaire à tout ça, mais donc, tu sais, quand même, plusieurs enseignants ont réussi on va réussir à poursuivre après Noël d'une façon ou d'une autre, mais j'ai des collègues qui ont perdu... beaucoup plus de 50% du nombre d'heures d'enseignement. Donc, ils se retrouvent avec presque rien. D'autres qui ont carrément... Il y a certains collègues, malheureusement, qui n'ont vraiment plus rien, qui perdent carrément leur emploi. Ceux qui... Tu sais, comme moi, j'ai un poste, j'ai certains... collègues aussi qui sont sur une liste de rappel, donc une liste de priorité, si on veut. Ces enseignants-là vont avoir quelque chose, mais on a des collègues qui ont perdu beaucoup, des collègues qui n'ont rien. Et évidemment, ça, c'est pour cette année. L'année prochaine, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Donc, ceux qui travaillent encore après Noël, on est contents. En même temps, c'est ambivalent parce qu'on est triste de voir des collègues qui n'ont plus rien. Mais pour l'année prochaine, personne n'est vraiment confiant. Tout le monde est inquiet là, de la suite. Ça c'est évident. Et avez-vous entendu des autres options pour les immigrants ou bon, pour les personnes qui avant pouvaient aller à la francisation? Est-ce qu'il y a des autres options pour apprendre le français? Alors, c'est le défi... et le problème, je dirais aussi, en région, parce que ici, et c'est la même chose dans toutes les régions du Québec, il n'y a pas d'organismes en région qui sont capables d'offrir les services à grande échelle comme les centres de services scolaires, que ce soit tout simplement d'un point de vue matériel, tu sais,
quel organisme en région a des locaux, a du matériel pédagogique, des tableaux et évidemment la main-d'œuvre aussi, les enseignants formés, compétents pour offrir un service de qualité. En région, il n'y a pas vraiment d'autres options. Bon, il y a quand même certains organismes qui, je sais que certains organismes travaillent à offrir un service de francisation qui sera probablement subventionné par le ministère de l'Immigration. Je le souhaite pour les élèves, au moins pour qu'ils aient un choix, une option, une opportunité d'apprendre le français. Mais c'est sûr que on a eu vent là, de certains organismes qui avaient approché les centres de services. Ici, j'ai eu vent pour les Bois-Francs, mais à Montréal aussi, il y a eu une manifestation à Montréal où j'ai parlé avec des collègues montréalais. Puis eux aussi ont entendu parler d'organismes qui veulent louer des locaux dans les centres de services scolaires. Mais à ce moment-là, les organismes financés par le ministère de l'Immigration engage des formateurs, formatrices. C'est pas obligé d'avoir... ce n'est pas obligatoire d'avoir un baccalauréat en enseignement pour pouvoir enseigner la francisation dans ces contextes-là. Et le salaire est environ facilement le double moindre. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un peu insultant pour les enseignants. C'est comme si on disait, les enseignants de maternelle, finalement, on n'a plus besoin de vous comme enseignants, on va engager des formateurs à la place. Fait que, tu sais, je pense que c'est un sentiment on trouve que c'est injuste. Puis aussi, il y a une question de comment s'assurer de la qualité du service qui va être offert, sans vouloir... je pense que plein de gens compétents qui pourraient travailler dans ces organismes-là, mais pourquoi ne pas les faire travailler dans les centres de services scolaires où on a les locaux, tout est en place. Dans le fond, c'est ça qui est... C'est l'incompréhension qu'on a, c'est que s'il y avait une crise économique, que les gens perdraient leur emploi, puis qu'il n'y avait plus d'emploi pour les immigrants, et que là, les cours de francisation fermaient parce que les immigrants doivent partir, on serait dévasté, mais on comprendrait, il n'y aurait rien à faire. Là, l'économie roule, tout le monde travaille, les enseignants sont engagés, ça fait plusieurs années qu'on travaille fort ensemble pour former une équipe compétente, offrir un service de qualité. On a ouvert la direction a ouvert un 3e centre pour permettre la francisation de plus de gens. Puis, du jour au lendemain, les cours arrêtent, mais les enseignants sont là, les élèves sont là, l'administration est là. Il y a juste... Le gouvernement a décidé qu'il n'y avait juste plus de cours. Fait que c'est sûr que on comprend pas, c'est insultant. Puis pour le moment, les élèves, surtout les travailleurs temporaires, eux ont eu absolument aucune offre qui leur a été offerte pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans l'avenir, mais pour le moment, aucun de mes élèves ont été contactés par le MIFI pour offrir un plan B. Il y a une formation en ligne qui est offerte par le MIFI pour les niveaux plus avancés. C'est déjà possible, mais c'est pas tout le monde qui a une place non plus et c'est pas fait pour tout le monde. Apprendre une langue devant un écran, pour certaines personnes, c'est possible. Mm-hmm. J'ai même un élève qui, au début d'année, était en classe, puis finalement, avec son horaire de travail, c'était plus facile pour lui un enseignement à distance. Il pouvait choisir son horaire. Fait que c'est bien que ça existe, mais que ce soit la seule offre de service pour les niveaux avancés, c'est pas tout le monde qui va avoir la motivation à apprendre devant un écran. Beaucoup d'élèves aiment se réunir en groupe, le lien avec l'enseignant. Moi, j'y crois, puis je pense que c'est important. Et en tant qu'enseignant, quel message vous donnerez au gouvernement pour peut-être les inviter à réfléchir sur cette décision? Si le gouvernement veut diminuer le quota d'immigration, disons, dans les années suivantes. Personnellement, moi, je ne suis pas pour cette option-là. Je pense qu'on a besoin de l'immigration, surtout en région. Cela dit, c'est une décision politique qu'il pourrait prendre. Mais de couper les services pour les immigrants qui sont déjà ici, au Québec, c'est inacceptable. Le gouvernement s'est engagé à accueillir les immigrants qui sont ici parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'eux comme force de travail, de leur offrir un service de qualité. Ce sont des gens qui paient leurs impôts, travaillent, paient leurs impôts comme vous et moi,
et qui ont un bris de service. On parle pas ici d'un service, c'est pas l'accès à Internet, là, ici on parle, même quoi que ça serait important, mais je veux dire, c'est l'accès à l'éducation qui leur donne les clés pour une intégration réussie au Québec. Donc, c'est totalement inacceptable. Fait que ce que je demande au gouvernement, c'est carrément de renverser sa décision, de refinancer adéquatement les centres de services scolaires, qui sont les seuls organismes assez forts, assez outillés et avec les compétences pour offrir une francisation de qualité aux immigrants en région. Et même d'un point de vue économique, parce qu'évidemment, tout ça vient des coupures budgétaires pour bon. Mais je vois vraiment pas en quoi le gouvernement va sauver des sous en changeant le service à un autre organisme qui va devoir développer un programme, engager des enseignants, construire des nouvelles écoles, alors que toutes les écoles et tout fonctionnait déjà bien. Fait que je vois vraiment pas en quoi économiquement ils vont sauver des sous. Et humainement, c'est totalement inacceptable de laisser des gens immigrants ici sans aucune ressource pour apprendre la langue. Et en plus, au niveau de la protection du français aussi, que le français est la langue nationale au Québec, c'est totalement... On a une loi 101 pour protéger la langue française, puis nos immigrants, on ne renseigne plus le français. C'est un total non-sens. Et je comprends pas que le ministre de l'Immigration, qui est aussi le ministre de la langue française, ait pu prendre une telle décision et bien dormir le soir. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Non, Louise, merci beaucoup pour nous avoir fait connaître des points inconnus, justement, pour points très importants, mais inconnus pour nous. Et c'est vrai aussi pour la langue, qui c'est la langue officielle, qui c'est le français. C'est une décision triste. Mais merci beaucoup, Louise, et on va continuer à faire le suivi de ce sujet. Merci infiniment. Merci de vous intéresser à ce sujet-là. Merci beaucoup.